Au début des années 70, alors que Los Angeles s'imposait comme la cité des rêves et des étoiles scintillantes, une ombre terrifiante s'est abattue sur ses citoyens les plus invisibles, ceux que le glamour hollywoodien avait depuis longtemps relégués aux marges. Dans les ruelles sombres et les hôtels miteux de Skid Row, un prédateur insaisissable, bientôt surnommé le Skid Row Slasher, a commencé sa chasse macabre. Ses proies étaient des hommes vulnérables, des âmes solitaires que la société avait oubliées. Il laissait derrière lui une traînée de corps sauvagement mutilés, instaurant une panique silencieuse que les néons éclatants du Sunset Boulevard ne parvenaient pas à dissimuler. Le contraste était saisissant. Une ville qui vendait l'espoir au monde entier abritait en son sein un monstre qui se nourrissait du désespoir de ses habitants les plus démunis, transformant le rêve californien en un cauchemar sanglant pour ceux qui n'avaient nulle part où fuir. Les scènes de crime étaient quintes d'une brutalité inouïe, plongeant les enquêteurs les plus endurcis dans l'effroi et la perplexité. Les victimes, toujours des hommes seuls, étaient découvertes dans leur lit ou dans des recoins sordides, la gorge tranchée d'une oreille à l'autre, avec une précision chirurgicale et effrayante. Mais l'horreur ne s'arrêtait pas là. Dans certains cas, l'assassin laissait une signature rituelle aussi étrange que dérangeante. À côté des corps, on trouvait des récipients remplis de sang et une pincée de sel disposée de manière méthodique. Ce rituel macabre transformait un simple homicide en un mystère plus profond et plus sombre. Était-ce le symbole d'une secte, une forme de magie noire ou simplement le jeu sadique d'un esprit dérangé, cherchant à marquer son territoire et à défier les autorités? Cette mise en scène glaçante ajoutait une couche de terreur psychologique à la violence physique, suggérant que le tueur n'ôtait pas seulement la vie, mais accomplissait une sorte de cérémonie obscure. La peur s'est rapidement propagée, mais c'était une peur feutrée, confinée au bas-fond de la ville. Le nom de Skid Row Slasher circulait à voix basse dans les bars et les soupes populaires, un murmure angoissant parmi une population déjà habituée à la violence et à la précarité. Pour ces hommes, chaque ombre devenait une menace potentielle, chaque inconnu, un suspect. Le tueur semblait se délecter de cette invisibilité, opérant dans les failles d'un système qui préférait ignorer l'existence de ces quartiers. Il n'était pas seulement un assassin, il était le fantôme de la conscience de Los Angeles, une incarnation monstrueuse de l'indifférence de la ville envers ses propres enfants perdus. La question qui hantait les rares enquêteurs et journalistes qui s'intéressaient à l'affaire n'était pas seulement « qui est le tueur ?», mais comment notre ville a-t-elle pu donner naissance à un tel monstre et lui offrir un terrain de chasse si parfait? Vaughn Orrin Greenwood, né en Pennsylvanie en 1944, était une figure énigmatique et profondément troublante. Ceux qui le croisaient le décrivaient souvent comme un homme à l'apparence soignée, presque belle, doté d'un charme qui pouvait désarmer au premier abord. Pourtant, derrière cette façade se cachait un comportement social erratique, imprévisible, marqué par une instabilité qui laissait ses interlocuteurs mal à l'aise, sans qu'ils puissent toujours en identifier la cause. Cette dualité était sa signature la plus intime, une enveloppe séduisante, dissimulant une obscurité insondable. Il se mouvait avec une aisance déconcertante entre les mondes, capable de se fondre dans la masse tout en nourrissant des pulsions destructrices. Cette capacité à paraître normale, voire attirant, tout en étant un prédateur impitoyable, faisait de lui une menace d'autant plus grande. Il n'était pas le monstre évident que l'on fuit, mais le danger subtil qui s'invite avant de frapper. Son histoire personnelle était jalonnée de violence bien avant qu'il ne devienne le Skid Row Slasher. Son passé révélait une trajectoire de délinquance et d'agressivité qui aurait dû alerter les autorités plus tôt. Avant de semer la terreur à Los Angeles, Greenwood avait déjà été condamné pour une tentative de meurtre à Chicago. Cette agression lui avait valu une peine de 5 ans et demi de prison, une période qui, loin de le réformer, semble n'avoir été qu'une interruption forcée dans sa carrière criminelle, une pause durant laquelle sa rage et ses fantasmes macabres ont pu mûrir en silence. Sa libération n'a pas marqué un nouveau départ, mais plutôt le début d'une escalade, comme si le temps passé derrière les barreaux n'avait fait qu'affiner ses méthodes et renforcer sa détermination à tuer, le transformant en une bombe à retardement, prête à exploser sur la côte ouest. Les motivations de Vaughn Greenwood demeurent un terrain fertile pour la spéculation, un abîme psychologique que les experts ont tenté de sonder sans jamais en atteindre le fond. Plusieurs théories tentent d'expliquer l'origine de sa fureur. S'agissait-il d'une haine profonde envers une figure paternelle absente ou abusive?
projeté sur des hommes plus âgés et vulnérables? Ou bien se voyait-il comme un messie perverti, animé d'un complexe tordu qui le poussait à libérer ces âmes en peine de leur misérable existence? Une autre hypothèse, peut-être la plus glaçante, est celle d'une compulsion purement sadique, alimentée par une absence totale d'empathie et un besoin de domination absolue. Le surnom de Slashers, l'éventreur, ne faisait qu'effleurer la surface de sa brutalité ritualiste, cachant la complexité d'un esprit où la cruauté, le pouvoir, et peut-être même une forme de mission divine tordue, s'entrelaçaient inextricablement. Les victimes, quant à elles, étaient les hommes que la société préférait ne pas voir, les fantômes du rêve américain. C'étaient des alcooliques luttant contre leurs démons, des sans-abri cherchant un refuge pour la nuit, des travailleurs journaliers vivant au jour le jour et des vétérans de guerre désabusés, hantés par des traumatismes que personne ne voulait entendre. Leur point commun n'était pas seulement la pauvreté ou l'addiction, mais une vulnérabilité écrasante née de la solitude et de l'isolement. Dans une métropole obsédée par le succès et l'image, leur invisibilité était une condamnation. Ils vivaient dans les marges, dans les angles morts de la conscience collective, ce qui faisait d'eux les proies idéales pour un prédateur comme Greenwood. Ils n'avaient pas besoin de se cacher pour les approcher. Il lui suffisait de marcher dans les mêmes ombres où ils étaient déjà confinés. Derrière l'étiquette anonyme de « marginaux », il y avait des individus, des histoires brisées, des hommes comme Charles Jackson, Moses Yakanak ou David Perez, dont les âges variaient entre la trentaine et la soixantaine. Chacun avait une vie avant Skid Row, des rêves peut-être, une famille, un travail, leur parcours personnel, désormais flouté par des années d'errance, de pauvreté et de dépendance, représentait une facette tragique du grand récit américain. Ils n'étaient pas nés pour finir ainsi, égorgés dans une chambre d'hôtel sordide. Ils étaient les victimes d'un système qui les avait laissés tomber, bien avant de devenir les victimes d'un tueur en série. Donner un nom et un visage à ces hommes, c'est refuser de les réduire à de simples statistiques et souligner la profondeur de la tragédie. Leur mort brutale n'était que le point final d'une longue et lente agonie sociale. Tout commence bien avant la panique de 1974. En novembre 1964, une décennie plus tôt, la signature sanglante de Vaughn Greenwood apparaît pour la première fois. Deux hommes, des marginaux dont les vies s'écoulaient déjà dans l'ombre, sont retrouvés sauvagement assassinés. La brutalité des crimes est saisissante. Les corps sont mutilés, les gorges tranchées avec une violence qui dépasse l'entendement. À l'époque, les enquêteurs sont déconcertés, faute de pistes, de témoins et de technologies forensiques avancées. Les deux affaires sont rapidement classées sans suite, rejoignant la pile des tragédies anonymes de la grande ville. Personne ne peut alors imaginer que ces meurtres ne sont que le prologue d'une saga bien plus macabre. Une question terrifiante reste en suspens pendant 10 ans, flottant comme un fantôme sur la ville. Où est passé le tueur et quand frappera-t-il à nouveau? Puis, le silence. Entre 1966 et 1971, la série de meurtres s'interrompt brusquement. Cette pause n'est pas le fruit d'un remords ou d'un changement de comportement, mais d'une incarcération. Vaughn Greenwood est arrêté à Chicago, non pas pour meurtre, mais pour une tentative d'homicide. Il est jugé, condamné et passe les 5 années et demie suivantes derrière les barreaux d'un pénitencier de l'Illinois. Pour les enquêteurs de Los Angeles, qui n'ont aucun moyen de faire le lien, le tueur des rues semble s'être tout simplement volatilisé. Cette période de détention devient une sorte de cocon macabre. Le prédateur est en hibernation forcée, mais il n'est pas guéri. Au contraire, cet enfermement a pu agir comme un incubateur pour sa rage, affinant ses méthodes et nourrissant ses fantasmes de violence. La société pense l'avoir puni pour un crime, ignorant qu'elle vient de relâcher un monstre encore plus déterminé. En décembre 1974, la bête est lâchée sur la Californie. Fraîchement arrivé à Los Angeles, Greenwood ne perd pas de temps. Il reprend ses attaques avec une férocité et une fréquence alarmantes. En un peu plus d'1 mois, un déferlement de violence s'abat sur Skid Row. Au moins 9 hommes sont assassinés, tous suivant le même mode opératoire terrifiant. Le rythme est effréné, presque quotidien, et il submerge complètement les services de police de Los Angeles. La ville, qui se prépare aux fêtes de fin d'année, est brutalement rattrapée par une horreur qu'elle ne comprend pas. Dans les bas-fonds, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Un éventreur est parmi eux, un fantôme qui choisit ses victimes parmi les plus vulnérables, transformant chaque nuit en une angoissante partie de roulette russe.
Les scènes de crime de cette période dessinent le portrait d'un tueur méthodique et ritualiste. Le schéma est presque toujours identique. La victime, un homme seul, est retrouvé dans une chambre d'hôtel bon marché ou un appartement sordide. Il n'y a aucune trace d'effraction, ce qui suggère que la victime a volontairement laissé entrer son bourreau, peut-être séduite par son apparence ou trompée par une fausse promesse. Puis vient l'horreur. La gorge est tranchée d'une oreille à l'autre, un acte d'une violence absolue. Et enfin la signature, ce détail qui glace le sang des enquêteurs, le petit verre de sang prélevé sur la victime et le sel disposé à proximité. C'est la marque d'un tueur qui ne se contente pas de tuer, mais qui accomplit un rituel, conférant à ses actes une dimension quasi mystique et profondément dérangeante. En janvier 1975, alors que la police de Los Angeles commence à peine à cerner le profil du tueur de Skid Row, celui-ci opère un changement de stratégie audacieux et terrifiant. Il quitte son terrain de chasse habituel pour frapper au cœur même du glamour hollywoodien. 2 hommes sont retrouvés morts dans leurs propres appartements, loin de la misère de Skid Row. Ce changement de cap est un tournant majeur dans l'affaire. Les victimes ne sont plus des anonymes, des indésirables, dont la mort ne fait que brièvement les manchettes. Le tueur prouve qu'il peut frapper n'importe qui, n'importe où. La peur, jusqu'alors confinée aux quartiers pauvres, se propage désormais aux zones résidentielles et aisées. Le Skid Row slasher n'est plus un problème localisé. Il est devenu la terreur de tout Los Angeles. Face à cette escalade et à la pression médiatique et publique qui devient insoutenable, le département de police de Los Angeles, LAPD, est contraint de réagir avec force. Les enquêteurs, frustrés par le manque de progrès, décident de jouer une carte psychologique. Ils organisent une conférence de presse et diffusent un profil du tueur, espérant le provoquer et le pousser à la faute. Le portrait dressé est délibérément insultant et humiliant. Ils décrivent l'assassin comme un lâche sexuellement impuissant, un individu faible qui s'attaque à des proies sans défense pour compenser ses propres insuffisances. C'était un pari risqué, une provocation directe, lancée dans les médias, une tentative désespérée de faire sortir le monstre de l'ombre en le piquant dans son ego, espérant qu'une erreur suivrait l'inévitable colère. L'erreur fatale ne viendra pas d'une réaction au profil psychologique, mais d'un acte de pure cupidité et d'amateurisme. En février 1975, Vaughn Greenwood tente de commettre un cambriolage dans la résidence de l'acteur Burt Reynolds, une cible bien au-dessus de ses moyens. L'opération tourne mal. Surpris, il doit prendre la fuite précipitamment. Dans sa course paniquée, un objet crucial lui échappe et tombe sur le trottoir. Un détail qui scellera son destin. Une simple enveloppe. Les policiers, arrivés sur les lieux, la découvrent. À l'intérieur, un document, et sur l'enveloppe elle-même, le nom et l'adresse du destinataire, Vaughn Orrin Greenwood. Après des mois de traque aveugle et de fausses pistes, le hasard vient d'offrir aux enquêteurs le nom de leur suspect sur un plateau d'argent. Grâce à cette enveloppe providentielle, la fin de la traque est imminente. Les policiers n'ont plus qu'à se rendre à l'adresse indiquée pour cueillir leur suspect. L'arrestation de Vaughn Greenwood met un terme brutal à son règne de terreur. Le fantôme de Skid Row a désormais un visage et un nom. Le soulagement est immense, tant pour les forces de l'ordre que pour les habitants terrorisés de Los Angeles. Le processus judiciaire s'enclenche alors. En 1977, après un procès retentissant où l'ampleur de ses crimes est exposée au grand jour, Vaughn Greenwood est reconnu coupable de 9 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. La sentence tombe, implacable. La prison à perpétuité. Le slasher est mis hors d'état de nuire, mais les cicatrices qu'il a laissées sur la ville et sur ses victimes sont loin d'être refermées. La tension à Skid Row était palpable, presque physique. Elle s'infiltrait dans les murs suintants des hôtels bon marché et flottait dans l'air lourd des ruelles jonchées de détritus. Le silence de la nuit, autrefois une simple absence de bruit, était devenu menaçant. Chaque craquement de plancher, chaque cri lointain pouvant annoncer une nouvelle horreur. Les hommes, déjà unis par la misère, se regroupaient désormais par peur. Ils dormaient en groupe, se méfiant de chaque nouvelle tête, chaque ombre qui s'étirait sous les rares lampadaires. Les regards autrefois vides ou amicaux étaient maintenant chargés de suspicion. Un survivant de l'époque pourrait raconter en voix off. Avant, notre ennemi était la faim, le froid, la bouteille. Du jour au lendemain, l'ennemi avait pris le visage de notre voisin. On ne savait plus à qui faire confiance. Le slasher n'a pas seulement tué des hommes,
Il a tué la dernière parcelle d'humanité qui nous liait. Du côté des enquêteurs, la tension était d'une autre nature, celle d'une course contre la montre désespérée. Imaginez un détective, les yeux cernés, dans son bureau au milieu de la nuit. Les murs sont couverts de photos de scènes de crime, une mosaïque macabre de corps et de chambres sordides. Sur son bureau, les mêmes détails reviennent sans cesse. Le sel, le verre de sang. L'odeur du café rassis se mêle à celle, imaginaire mais persistante, du sang. Il regarde une carte de Los Angeles piquée d'épingles rouges, marquant chaque meurtre. Soudain, une réalisation glaçante. Toutes les épingles sont concentrées dans un périmètre si restreint. Le monstre n'est pas un fantôme qui traverse la ville. C'est un résident, un prédateur qui vit et chasse au même endroit. Chaque nouveau rapport n'est plus une piste potentielle, mais la confirmation d'un autre échec, un autre homme qu'il n'a pas pu sauver. Changeons de perspective. Plongeons dans le regard du chasseur. Une nuit à Skid Row, vue par Vaughn Greenwood. Il marche sans se presser, invisible dans sa normalité. Ses sens sont aux aguets, non par peur, mais par anticipation. Il observe les silhouettes affaissées, les hommes qui trébuchent en sortant d'un bar, cherchant la proie parfaite, celle qui est la plus seule, la plus faible, la plus désespérée. Son regard s'arrête sur un homme plus âgé, assis sur une marche, la tête entre les mains. Greenwood ne voit pas un homme, il voit une opportunité. Son rythme cardiaque ne s'accélère pas. Il reste calme, maître de la situation. La caméra le suit, adoptant son point de vue détaché et clinique. Le public devient le complice involontaire de cette traque, sachant ce qui va arriver, suspendu à chaque pas qui rapproche le prédateur de sa victime inconsciente. Le suspense est également entretenu par le mystère insoluble du rituel. Dans les salles de briefing du LAPD, les théories s'affrontent, alimentant la confusion et la frustration. Pourquoi le sel? Pourquoi ce verre de sang? Un détective avance l'hypothèse d'une secte satanique, évoquant les rituels de magie noire. Un autre, plus pragmatique, balaie cette idée d'un revers de la main, y voyant une simple signature macabre, un moyen pour un tueur narcissique de marquer son œuvre et de se distinguer. Cette absence de réponse claire crée un vide angoissant. Le rituel pourrait-il être la clé de l'identité du tueur ou n'est-ce qu'une mise en scène sadique, conçue pour égarer les enquêteurs? Ce questionnement maintient le spectateur en haleine, car l'inconnu est souvent plus terrifiant que la violence elle-même. Le symbolisme derrière ces actes reste une énigme, une porte ouverte sur la psyché insondable du tueur. L'escalade de la tension atteint son paroxysme lorsque le slasher déplace son terrain de chasse. La peur, jusqu'alors contenue dans les frontières invisibles de Skid Row, fait une entrée fracassante à Hollywood. L'atmosphère change radicalement. Le suspense n'est plus celui des ruelles sombres, mais celui des couloirs d'immeubles propres et bien éclairés, des portes verrouillées à double tour. Imaginez une scène où une jeune femme, rentrant chez elle dans son appartement coquet, sursaute au moindre bruit dans le couloir. La menace n'est plus un problème, là-bas, parmi ces gens. Elle est ici, potentiellement derrière chaque porte. Ce changement de décor démontre l'audace croissante du tueur et fait comprendre à toute la ville que personne n'est à l'abri. Les murs du confort et de la sécurité se sont effondrés et le monstre peut désormais frapper n'importe qui, n'importe où. La psychologie de Vaughn Greenwood est un labyrinthe de contradictions. Comment un homme décrit comme physiquement attirant pouvait-il abriter une telle noirceur? Son charme était-il un masque consciemment utilisé pour attirer ses proies dans un piège mortel ou une facette authentique d'une personnalité fracturée luttant en vain contre ses propres démons? L'exploration de son esprit soulève des questions fondamentales sur la nature du mal. Était-il motivé par un besoin pathologique de pouvoir, trouvant une forme de puissance en dominant les plus impuissants de la société? Ou projetait-il une haine de soi sur ses victimes, des hommes qui représentaient peut-être une facette de lui-même qu'il méprisait? Sa dualité fascine et terrifie, car elle suggère que la monstruosité peut se cacher derrière le plus ordinaire des visages, rendant la frontière entre normalité et folie dangereusement floue. Les rituels macabres laissés sur les scènes de crime sont une fenêtre ouverte sur ces fantasmes tordus. Le sel et les coupes de sang n'étaient pas de simples signatures pour narguer la police. Ils étaient probablement des éléments essentiels à son processus psychologique. Le sel, dans de nombreuses cultures, est un agent de purification. Greenwood cherchait-il à purifier ses victimes de leur existence misérable, se voyant comme un ange exterminateur, ou tentait-il de se purifier lui-même après l'acte? La coupe de sang évoque des fantasmes vampiriques, un désir de posséder l'essence vitale de ses victimes, d'exercer un contrôle ultime qui va au-delà de la mort.
Ces actes ritualisés transforment le meurtre en une cérémonie personnelle et perverse, une manifestation physique de sa toute-puissance et de son mépris total pour la vie humaine. Il n'était pas accessoire, mais centraux à sa quête de satisfaction sadique. Skid Row, dans les années 70, n'était pas seulement un quartier, c'était une construction sociale délibérée. Conçue comme une zone de confinement pour les indésirables de Los Angeles, elle parquait la pauvreté, l'alcoolisme, la maladie mentale et le désespoir loin des yeux du reste de la ville. Cette négligence institutionnelle, cette volonté de rendre invisible une partie de sa population, a créé l'écosystème parfait pour un prédateur. Dans un environnement où l'absence d'aide sociale était la norme et où la vie humaine avait peu de valeur aux yeux du système, un tueur pouvait opérer en toute impunité pendant une période effroyablement longue. Les disparitions étaient à peine signalées, les morts souvent attribuées à des accidents ou à des violences entre marginaux. La société n'a pas seulement échoué à protéger ces hommes, elle a activement créé les conditions qui ont permis à Greenwood de chasser sans être dérangé. La psychologie des victimes est tout aussi cruciale pour comprendre le drame. Leur vulnérabilité n'était pas seulement physique, elle était profondément émotionnelle et psychologique. Vivre dans l'isolement, le mépris et le dénuement engendre un désespoir qui peut rendre une personne désespérément en quête de la moindre connexion humaine. Un mot gentil, une offre de partage d'une bouteille, une conversation anodine. Voilà les appâts que Greenwood utilisait. Il exploitait non pas la cupidité, mais le besoin fondamental d'être vu, d'être reconnu comme un être humain, ne serait-ce que pour un instant. Cette soif de contact, née de leur invisibilité sociale, les a conduits à baisser leur garde face à un homme qui leur offrait une façade de camaraderie. Leur tragédie est celle d'hommes dont la solitude a été l'arme utilisée pour les détruire. L'impact de la peur sur la communauté de Skid Row a été dévastateur, rongeant le peu de tissu social qui subsistait. La méfiance a remplacé la solidarité précaire qui existait entre ces hommes. Soudain, chaque compagnon d'infortune devenait un tueur potentiel. Cette paranoïa collective a brisé les dernières bribes de confiance, isolant encore plus des individus déjà seuls. Ce climat de terreur a mis en lumière la faille béante du contrat social. Une partie entière de la population de Los Angeles était non seulement non protégée, mais activement ignorée par les pouvoirs publics pendant qu'elle était littéralement traquée. Le cas du Skid Row Slasher a ainsi exposé de manière brutale le fossé entre les différents mondes qui coexistaient à Los Angeles, forçant à se demander ce que signifie réellement une communauté et quelles sont ses responsabilités envers ses membres les plus fragiles. Le point culminant de cette traque sanglante n'est pas une confrontation héroïque, mais une scène d'une ironie presque absurde. Nous sommes dans la luxueuse résidence de l'acteur Burt Reynolds, un monde à des années-lumière des hôtels sordides de Skid Row. Vaughn Greenwood, le prédateur fantomatique et méthodique, se révèle être un cambrioleur maladroit et nerveux. Loin de l'assurance glaciale de ses meurtres, il est ici pris de panique. Un bruit, une alarme qui se déclenche, et le chasseur devient le fuyard. Dans sa course effrénée pour échapper à la capture pour un crime bien moins grave que ceux qu'il a commis, son attention se relâche. C'est là que se produit l'erreur fatale. L'enveloppe, ce petit morceau de papier si anodin, lui glisse des mains et tombe sur le sol. C'est le climax de l'histoire. Non pas une balle ou une lutte, mais un simple accident, un acte manqué qui va livrer le monstre aux mains de la justice. L'arrestation qui s'ensuit est empreinte d'une étrange quiétude. Les policiers, armés de l'adresse trouvée sur l'enveloppe, se présentent à la porte de Vaughn Greenwood. Il n'y a pas de résistance, pas de tentative de fuite désespérée. Face aux forces de l'ordre, l'homme qui a terrorisé Los Angeles se montre calme, presque résigné, comme s'il savait que la partie était terminée. Le masque tombe. Le Skid Row Slasher, cette figure quasi mythologique de terreur, se révèle être un homme d'apparence ordinaire, presque quelconque. Pour les enquêteurs et pour le public, ce moment est un choc. Le monstre n'a ni cornes ni griffes. Il est banal. Un immense soupir de soulagement parcourt la ville. La peur qui avait étreint des milliers de personnes pendant des mois se dissipe enfin. Le cauchemar est terminé. Le fantôme a été démasqué. Le procès, qui se tient en 1977, met en lumière l'horreur des 9 meurtres pour lesquels Greenwood est jugé. Les preuves sont accablantes. Les témoignages, les détails des scènes de crime et l'erreur de l'enveloppe ne laissent aucune place au doute. Le verdict tombe, coupable sur toute la ligne. Vaughn Greenwood
est condamné à la prison à perpétuité, échappant à la peine de mort, mais s'assurant de ne plus jamais être un homme libre. La justice légale est rendue, le système a fonctionné, le tueur est puni. Pourtant, pour la communauté de Skid Row et pour les familles des victimes, si tant est qu'on ait pu les retrouver, cette conclusion a un goût amer. Les vies perdues ne reviendront pas. La condamnation de Greenwood est une fin nécessaire, mais elle ne peut effacer les cicatrices ni combler le vide laissé par sa brutalité. Après la capture et le procès, les projecteurs des médias se détournent de Skid Row aussi vite qu'ils s'y étaient intéressés. La peur du slasher a disparu, mais la réalité quotidienne des habitants, elle, n'a pas changé. La pauvreté, la maladie, l'alcoolisme et la négligence systémique qui avaient donc créé un terrain de chasse si fertile pour Greenwood sont toujours là. L'affaire a brièvement exposé leur vulnérabilité au grand jour, mais une fois le monstre mis en cage, la société a vite retrouvé son indifférence. Pour la communauté, le nom de Vaughn Greenwood est devenu une légende noire, un rappel glaçant de ce qui peut se cacher dans l'ombre. Mais en fin de compte, la tragédie a servi de leçon sans pour autant entraîner de réformes. Les oubliés de Los Angeles sont simplement retournés à leur invisibilité. Quant à Vaughn Greenwood, le dénouement de sa vie est d'une banalité qui contraste violemment avec la terreur qu'il a inspirée. Enfermé jusqu'à la fin de ses jours, il disparaît dans l'anonymat du système pénitentiaire. Le prédateur tout-puissant qui tenait une ville en otage devient un simple numéro de matricule, dépouillé de son pouvoir de nuire et de sa capacité à susciter la peur. Il vieillit en prison, loin des regards, son nom s'effaçant peu à peu de la mémoire collective pour ne subsister que dans les archives criminelles. Son histoire se termine non pas par un éclat dramatique, mais par un long fondu au noir. Une existence silencieuse et insignifiante. L'homme qui chassait les invisibles est finalement devenu invisible lui-même. Une fin ironique et sombre pour le tristement célèbre Skid Row Slasher. L'affaire du Skid Row Slasher est bien plus que l'histoire d'un tueur en série sadique. C'est un commentaire brutal et cinglant sur l'indifférence sociale. La véritable tragédie de cette saga macabre ne réside pas seulement dans la cruauté des actes de Vaughn Greenwood, mais dans la facilité déconcertante avec laquelle il a pu chasser ses proies. Il a pu le faire pour une raison simple et terrible. Pour le reste du monde, ses victimes étaient déjà invisibles, des fantômes errant dans les marges d'une société qui avait choisi de ne pas les voir. L'héritage de cette affaire nous force à poser un regard critique sur notre propre époque et à nous interroger avec une honnêteté inconfortable. Qui sont les oubliés dans nos sociétés aujourd'hui? Et, plus effrayant encore, qui est à l'affût dans les ombres profondes que nous continuons de créer avec notre propre négligence?